conférence va maintenant être enregistrée. Super. Ok, donc bonjour à tous et merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur donc les liens entre le domaine de l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Euh, et donc ce sera un cours sur donc voilà sur les relations entre les deux domaines. Donc je vais d'abord commencer par en fait présenter et expliquer en quoi les deux domaines peuvent être vus comme a priori très similaires et en fait très proches. Puis ensuite montrer en quoi c'est pas forcément le cas en fait dans les faits. Et puis donc je parlerai des contributions que chaque domaine peut apporter à l'autre. Comment ça se fait aujourd'hui dans la recherche. Euh, et donc pour commencer, je vais d'abord vous faire une petite introduction en vous présentant donc l'histoire de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives. Vous montrer en quoi l'histoire, c'est une histoire qu'en fait qui est partagée. Euh, et ce sont des disciplines qui ont en fait un problème commun. Et donc tout d'abord, pour commencer, pour présenter un peu les termes et pour donc introduire un peu de quoi on va parler. Donc tout d'abord, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on entend par intelligence ici? Donc l'intelligence, c'est ce qui ça désigne la capacité de essentiellement acquérir du savoir à travers un apprentissage, d'utiliser ce savoir pour résoudre des problèmes et pour s'adapter à un environnement ou à une situation nouvelle. Donc l'intelligence se trouve chez la plupart des êtres vivants, hein, parce que tous les êtres vivants ont une forme d'adaptation, ont des capacités d'apprentissage et de résolution de problèmes. Donc ça se retrouve en particulier chez les animaux et aussi chez les êtres humains, évidemment. Et on entend par intelligence artificielle l'étude donc d'agents artificiels, c'est-à-dire de machines en fait qui vont interagir avec leur environnement et montrer des formes justement d'intelligence et donc d'intelligence au sens où je viens de le définir. Donc l'intelligence artificielle c'est un domaine qui est relativement récent, qui a donc tout juste tout juste 60 ans, hein, c'est apparu dans le milieu des années 50. Donc ça fait très longtemps, hein, on peut retrouver des traces même dans l'Antiquité d'auteurs qui parlent de machines ou d'agents artificiels qui ont une forme d'intelligence. Mais bien sûr, c'est pas un domaine de recherche et ça commence à devenir un domaine de recherche à partir des années 50, à partir de certains travaux de mathématiciens et d'informaticiens, donc par exemple Alan Turing, qui est un des pionniers hein, de l'intelligence artificielle, qui a donc inventé par exemple le concept de la machine de Turing ou le test de Turing, qu'on appelle aussi le jeu d'imitation, donc qui a donné son nom à un film hein, très connu donc sur sa vie. Et donc ce test de Turing, c'est un test qui permettrait a priori de déterminer si un agent artificiel pourrait avoir une conscience similaire à celle d'un être humain. Donc ça consiste en fait à mettre une personne en présence d'un agent artificiel qui discuterait avec lui. Et le jeu d'imitation, ça consiste donc pour chaque participant à déterminer s'ils sont en présence ou non d'un agent artificiel. Et donc un agent artificiel qui aurait une conscience humaine, en fait, serait capable de passer ce jeu d'imitation, en fait, serait capable de se faire passer pour une véritable personne. Donc à partir des travaux d'Alan Turing et d'autres travaux, hein, la naissance officielle, en fait, la naissance consensus, on va dire, la date consensus de naissance de l'intelligence artificielle, c'est 1956, lors d'un workshop en fait au Dartmouth College entre donc des mathématiciens, des informaticiens, où donc John McCarthy en particulier va trouver ce nom, Artificial Intelligence. Et donc la discipline se développe au cours des années 50, des années 60, avec beaucoup de travaux pionniers, donc comme les travaux de Rosenblatt par exemple sur le perceptron. Et donc on va voir un essor en fait jusque dans les années 70 où la recherche en intelligence artificielle va en fait entrer dans une sorte de pause
Tout au long des années 70, aussi un peu dans les années 90, donc on va avoir ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est donc c'est une discipline qui, même si aujourd'hui elle est très populaire, elle a eu en fait quelques ralentissements au cours des années 70, donc des années 90. Et aujourd'hui, en fait, on voit un essor énorme du domaine de l'intelligence artificielle. Donc à partir de la fin des années 90 à peu près, on va avoir des résultats très impressionnants sur des jeux en fait où des intelligences artificielles vont réussir à acquérir une performance humaine ou surhumaine, superhumaine, sur des jeux de plateau. Donc en 1997 par exemple, une intelligence artificielle qui s'appelle Deep Blue bat un champion du monde d'échecs aux échecs. On a des résultats un peu similaires donc en 2011 où une intelligence artificielle d'IBM gagne un jeu qui s'appelle Jeopardy contre des champions du monde. Très récemment, donc les résultats les plus récents sont AlphaGo qui a battu des champions de monde d'un jeu qui s'appelle Go, qui est aussi un jeu très complexe de plateau. Et donc ces résultats montrent en fait qu'on est vraiment dans un essor, dans ce que certains appellent en fait une révolution de l'intelligence artificielle, où donc on a des agents artificiels qui maintenant sont présents dans la vie de tous les jours. Hein. Donc ça a commencé avec le Roomba, mais par exemple Siri, Alexa, Cortana, donc aussi plus récemment les, euh, les, euh, les voitures intelligentes donc qui se conduisent toutes seules, donc qui sont pas encore exactement répandues, mais qui commencent vraiment à être développées. Tout ça, ce sont donc des signes de cette révolution artificielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle a une histoire qui est commune en fait avec les sciences cognitives. Et si vous étiez présent lors du premier cours, on a dû vous montrer ce genre d'hexagone qui représente en fait les 6 disciplines des sciences cognitives. Et ce que vous aviez pu remarquer, c'est que l'intelligence artificielle généralement est présente dans cet hexagone. Donc, a priori, l'intelligence artificielle fait partie en fait des sciences cognitives. Ce ne sont pas deux disciplines a priori qui sont séparées, mais ce sont deux disciplines qui, en fait, sont l'intelligence artificielle serait même presque une sous-discipline en fait des sciences cognitives. Donc ça, c'est ce qu'on présente très souvent. Donc je vais vous montrer que la réalité est en fait un peu plus compliquée que ça. Donc, je vais vous parler donc des relations entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, mais aussi des sciences cognitives plus en particulier, parce que ça va me permettre de déboucher sur un discours sur l'interdisciplinarité en sciences cognitives, en fait. Mais ce qui est intéressant donc sur la relation, en tout cas, entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, c'est que il s'avère que les deux ont une histoire commune. Et en fait, dès le début, l'intelligence artificielle était présente en fait à la naissance des sciences cognitives. Ici, je vous montre une échelle de temps qu'on a montré aussi dans le premier cours. Ce que j'ai mis en particulier, c'est donc la naissance consensus des sciences cognitives qui a aussi lieu en 1956. Donc, si vous vous souvenez, c'est aussi l'année en fait de naissance de l'intelligence artificielle. Année de naissance consensus. Hein. Donc les deux disciplines en fait naissent plus ou moins en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en 1956, donc où a lieu en fait un symposium sur la théorie de l'information au MIT, on a la présence en fait de plusieurs disciplines. Donc notamment en fait lors de ce symposium, on avait de grands noms comme donc Noam Chomsky qui représentait la linguistique, George Miller qui représentait la psychologie, mais également des gens en fait comme Alan Newell et John McCarthy, qui est celui qui a inventé le terme d'intelligence artificielle, qui a été présent lors de ce symposium. Donc, ce qu'on peut dire en fait, c'est que ça va plus loin que l'intelligence artificielle et les sciences cognitives sont liées. C'est que vraiment, si on considère la naissance du champ des sciences cognitives, l'intelligence artificielle était vraiment une des disciplines fondatrices
de tout ce champ de pensée. Et en fait, ça va même encore un petit peu plus loin que ça. Et là où je vous ai dit qu'aujourd'hui, on considère que l'intelligence artificielle est presque une sous-discipline des sciences cognitives, en fait, au tout début, on pouvait presque considérer que c'était l'inverse, que les sciences cognitives étaient une sous-discipline de l'intelligence artificielle. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, au niveau conceptuel, vraiment dans, dans, dans tout ce qui était donc la révolution conceptuelle qui a mené à ce qu'on appelait le cognitivisme à l'époque, on a une influence en fait qui est énorme de l'intelligence artificielle, puisque en fait les sciences cognitives ont émergé comme euh, en fait en relation au fait que on commençait à apercevoir à comprendre le cerveau en fait comme une machine qui traitait de l'information. Donc c'est ce qu'on appelle le cognitivisme. Oh, pardon. C'est ce courant de pensée qui consiste à interpréter le cerveau comme une machine qui traite de l'information et donc à faire cette analogie en fait entre cerveau et ordinateur, où le cerveau serait en fait presque le hardware d'un software qui serait l'esprit. Et donc ce cognitivisme est vraiment empreint du champ de l'intelligence artificielle et en fait des sciences, des sciences de l'informatique en général, par ce courant de pensée. Et ce qui est intéressant, donc ce que je vais montrer un peu plus tard, hein, c'est que cette analogie était présente au tout début, donc à la naissance des sciences cognitives. Maintenant, elle est un peu remise en question. Mais ça montre en tout cas que donc ces deux disciplines sont très liées depuis le départ. Donc une autre raison qui fait que l'intelligence artificielle et les sciences cognitives sont très proches, c'est que les deux disciplines ont vraiment un problème qui est commun, qui est celui de comprendre finalement l'intelligence humaine, donc les performances humaines, donc qui sont implémentées dans le cerveau. Donc les sciences cognitives, elles, ont pour but plutôt d'expliquer cette intelligence, et l'intelligence artificielle a plutôt généralement pour but d'implémenter l'intelligence humaine dans des machines. Mais finalement, en fait, on peut voir ces deux problèmes, hein, ces deux buts, comme finalement deux aspects d'un même problème, puisque en fait le cerveau est la seule preuve physique qu'on peut implémenter de l'intelligence humaine dans un dispositif physique, puisque l'intelligence humaine est implémentée dans le cerveau, si on a un point de vue matérialiste, bien sûr. Ce qu'on peut également garder à l'esprit, c'est que finalement, une des façons de comprendre l'intelligence humaine, c'est de la simuler. Donc c'est lié à cette très fameuse citation de Richard Feynman. Ce que je ne peux pas créer, je ne peux pas comprendre. Donc à l'inverse, ce que je peux créer, je peux peut-être le comprendre. Ça illustre en fait le fait que pour expliquer l'intelligence humaine, c'est pratique de pouvoir la simuler, de pouvoir l'implémenter dans des machines. Et inversement, expliquer l'intelligence humaine peut permettre de l'implémenter dans des machines. Donc c'est une sorte de cercle vertueux dont je vais parler en fait tout au long de ce cours et qui montre un peu que voilà, ces deux disciplines peuvent tourner autour d'un même problème. Donc, le titre de ce cours, c'est quand même de donc faire le pont à travers un espace qu'il y aurait entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Là, je vous ai montré que c'était deux disciplines qui étaient très proches. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a exactement cette séparation qu'on observe aujourd'hui entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une première raison qui est donc assez conceptuelle, théorique, c'est que depuis les années 50, les courants de pensée ont évolué et on a vu en fait l'émergence de courants de pensée qui étaient différents du cognitivisme, notamment donc ce qu'on appelle l'émergentisme et l'énactivisme, et qui essaye en fait d'aller plus loin que le cognitivisme, qui donc a subi des critiques en fait dès le début, mais aussi à partir des années 60, des années 70.
Donc le cognitivisme, comme j'ai dit, c'est ce courant de pensée qui considère que le cerveau serait simplement une machine qui traite de l'information, qui serait le hardware de l'esprit. Mais aujourd'hui, on, on voit en fait qu'on a d'autres courants de pensée qui considèrent que cette vue est en fait trop limitée et même en fait parfois fausse. Et donc en fait on a beaucoup de chercheurs en sciences cognitives qui maintenant sont plus du côté de l'émergentisme, de l'inactivisme. Donc l'émergentisme, c'est en fait un courant de pensée qui considère que la cognition émerge plutôt du nombre énorme de connexions entre neurones. Donc c'est différent du cognitivisme, puisque le cognitivisme en fait mettait pas vraiment l'accent au départ sur la distribution en parallèle des processus dans le cerveau. Il considérait vraiment le cerveau comme une machine qui prend de l'information, la traite en série et puis produit une réponse. L'émergentisme considère plutôt que c'est vraiment dans les connexions et dans l'énorme nombre de connexions en fait dans le cerveau qu'on peut trouver l'origine de la cognition et donc de tous les processus cognitifs. Donc c'est un courant de pensée qui est très proche en fait des concepts de neurones, de réseaux de neurones artificiels dont je vais parler un peu plus loin. Et un courant de pensée encore plus récent, c'est l'inactivisme qui considère que la cognition ne peut pas être comprise sans prendre en fait en compte le corps et l'environnement. Donc il considère que la cognition ne se limite pas au cerveau, mais en fait doit prendre en compte tous les aspects de l'agent cognitif. Et donc on a vraiment en fait une évolution qui mène à s'éloigner en fait de cette analogie cerveau-machine et donc qui éloigne en fait un peu les sciences cognitives de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, donc, c'est que même si on a aujourd'hui beaucoup de chercheurs qui disent qu'en fait cette analogie est complètement fausse, on en a d'autres qui disent qu'à un sens très formel, le cerveau serait en fait un ordinateur et que ce serait même pas en fait une analogie, ce serait un fait que le cerveau est un ordinateur. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais donc j'ai mis ici une référence donc vers un article d'un chercheur en neurosciences et aussi en informatique. Qui avance des arguments en fait dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que la plupart des chercheurs aujourd'hui considèrent que cette analogie cerveau-ordinateur est trop simpliste et que elle ne vaut plus en fait, et n'a plus vraiment de sens. Donc une autre raison pour cet écart en fait entre sciences cognitives et intelligence artificielle, c'est un problème un peu plus large des sciences cognitives d'interdisciplinarité qui aurait échoué en fait. Et donc très souvent, on vous montre, la plupart des chercheurs en sciences cognitives et d'enseignants adorent montrer ce petit hexagone qui illustrerait l'interdisciplinarité des sciences cognitives où toutes ces disciplines contribueraient à part égale à ce grand champ d'études de l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc cet hexagone-là, en particulier, je l'ai tiré d'un article qui montre que cette interdisciplinarité n'est en fait pas aussi développée qu'on pourrait le souhaiter. Et donc ici, là, je vous ai mis deux figures qui illustrent un peu ça. Donc à gauche, en fait, c'est un graphique qui montre la contribution de chaque champ en ce qui concerne donc l'affiliation des auteurs au journal qui publie dans le journal de donc Cognitive Science, qui est le journal phare des sciences cognitives. Donc ici, chaque discipline est représentée à chaque pôle de cet hexagone. Et donc plus les points sont éloignés du centre, plus le pourcentage d'auteurs qui sont affiliés à chaque discipline est élevé. Et donc ce que vous voyez ici en pointillé, c'est le pourcentage en fait idéal, là où devraient être tous les points si on avait une interdisciplinarité égale, donc si chaque discipline contribuait à part égale. Donc en ce qui concerne l'affiliation des auteurs qui publient dans Cognitive Science. À droite, donc on a à peu près la même chose. Donc là, ça concerne
les journaux qui sont cités par Cognitive Science. Donc, les journaux qui sont cités par Cognitive Science, à quelle discipline appartiennent-ils en termes de pourcentage? Et ce qu'on voit dans les deux cas, et donc il y a aussi d'autres graphiques qui montrent ça, par exemple en termes de ce qui se passe au niveau des curriculums, dans ce qui se passe au niveau de la composition des équipes de sciences cognitives, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de l'enseignement. En fait, on a, en tout cas les auteurs qui ont publié cet article il y a 2 ans, ont constaté qu'il y avait une surreprésentation de la psychologie en sciences cognitives, donc qui par exemple représente 63% des auteurs qui publient dans Cognitive Science, et que la plupart des autres disciplines en fait sont sous-représentées. Donc ça concerne toutes les disciplines. Donc bien sûr le sujet de ce cours donc c'est l'intelligence artificielle, mais ça concerne les autres disciplines. Donc, l'intelligence artificielle est sous-représentée dans les sciences cognitives, mais également surtout en fait la philosophie et l'anthropologie sont les 2 disciplines qui sont le moins représentées. Souvent elles sont quasiment absentes en fait. Moi je peux vous dire que donc par exemple que ce soit à l'ENS, au Cogmaster, donc il y a des cours de philosophie, mais très peu de cours d'anthropologie. Et donc l'anthropologie en particulier est vraiment le grand absent des sciences cognitives. Et donc on a cet état de fait où en fait, ce qui a été observé, c'est que lors de l'évolution des sciences cognitives, on a eu cette absorption par la psychologie de toutes les autres disciplines et cette surreprésentation qui fait que on a une polarisation et presque une interdisciplinarité qui a échoué en fait dans les sciences cognitives. Et donc ça contribue au fait qu'on a cette séparation aujourd'hui entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, puisque aujourd'hui les sciences cognitives c'est essentiellement de la psychologie en fait. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est pas si éloigné de la vérité que ça. Enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'est que je vous ai dit que les sciences cognitives et l'intelligence artificielle avaient un problème commun qui est comprendre l'intelligence humaine. Bien sûr, chaque discipline n'a pas que ce problème en tête. Et donc, que ce soit pour les sciences cognitives ou l'intelligence artificielle, parfois le but, ce n'est pas forcément de comprendre l'intelligence humaine. Et pour l'intelligence artificielle en particulier, parfois le but, ce n'est pas d'implémenter une intelligence humaine, mais c'est plutôt d'implémenter une intelligence qui serait au-delà de l'intelligence humaine. Et parfois pour des bonnes raisons. Donc là, je vous ai mis un peu donc une image d'AlphaGo, dont je parlais, donc qui a battu le champion du monde de Go en 2016. Donc qui illustre un peu cette tendance parfois de l'intelligence artificielle à essayer de battre l'intelligence humaine, pas de la simuler forcément. Et à droite, je vous ai mis donc, j'en ai parlé un peu dans mon cours précédent, donc sur la morale. En ce qui concerne par exemple les cars qui seraient, les voitures qui seraient autonomes, les voitures autonomes. Dans ce cas, par exemple, on peut comprendre qu'il serait légitime d'essayer d'implémenter une intelligence qui ne serait pas forcément humaine, qui serait meilleure qu'une intelligence humaine, en ce qui concerne des questions de morale, puisqu'on sait tous que donc l'intelligence humaine, en ce qui concerne la moralité par exemple, est faillible. C'est pas une intelligence qui est parfaite, et on ne voudrait pas forcément implémenter une intelligence faillible dans une voiture, ou en tout cas on voudrait que les failles d'une intelligence morale d'une voiture autonome soient peut-être moindres que celles qu'on retrouve chez les êtres humains. Donc voilà, donc même si les 2 disciplines ont un problème en commun, elles n'ont pas que ces problèmes à traiter. Et parfois, en fait, certains travaux éloignent en fait de ce problème de comprendre vraiment l'intelligence humaine. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous montrer dans cette introduction en quoi donc l'intelligence artificielle et les sciences cognitives sont très proches. On peut les considérer presque comme la même discipline à la base. L'intelligence artificielle serait une sous-discipline des sciences cognitives. Donc ça, c'est dans l'idéal, en fait, ce qu'on voudrait en théorie. Dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Donc on a vraiment tout un champ d'intelligence artificielle qui s'est développé indépendamment des sciences cognitives. Les sciences cognitives qui sont maintenant donc qui regroupent de la psychologie, aussi un peu de neurosciences, mais qui sont développées aussi un peu indépendamment de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut ramener les deux ensemble et comment l'intelligence artificielle peut contribuer aux sciences cognitives et inversement. Donc je vais surtout parler en fait des liens entre l'intelligence artificielle et les neurosciences. Donc pour 2 raisons. D'abord parce que
ce sont les ponts en fait qui sont les plus fréquents aujourd'hui. Ce sont les liens qu'on observe le plus dans la littérature scientifique. La deuxième raison, c'est parce que j'ai un background de neurosciences, donc c'est le sujet sur lequel je suis le plus compétent. On observe aussi quand même des liens entre l'intelligence artificielle et la psychologie, la philosophie et la linguistique. Très peu avec l'anthropologie. À ma connaissance, ça n'existe pas pour l'instant de lien entre l'intelligence artificielle et l'anthropologie. Ça pourrait être une piste à explorer. Hein. Mais voilà, donc ici, je vais vous montrer comment finalement, en fait, l'intelligence artificielle peut faire des ponts avec les autres disciplines des sciences cognitives. Alors, je vais surtout traiter en fait deux sujets, deux aspects en fait de ces liens entre intelligence artificielle et sciences cognitives. Donc, je vais parler de l'apprentissage, de la problématique de l'apprentissage, et également de la problématique de compréhension du traitement des informations sensorielles, notamment donc chez les primates, chez l'être humain. Donc, ce sont deux problématiques qui illustrent très bien ces contributions mutuelles. Et donc, tout d'abord, je vais vous parler donc de la collaboration entre ces deux disciplines dans le cadre de l'apprentissage. Donc, les ponts entre apprentissage machine et l'apprentissage animal. Donc, l'apprentissage, hein, c'est ici juste pour définir un peu ce dont je parle. C'est le fait d'acquérir un nouveau savoir, de nouvelles valeurs, de nouvelles compétences, de nouveaux comportements donc on n'avait pas avant. Donc ça s'observe hein, chez l'être humain. On est capable d'apprendre énormément de choses. Donc on est quand même, quand on est un bébé hein, qui n'est pas capable de faire grand-chose. Et donc on apprend beaucoup à partir de ce stade. Apprendre à marcher, par exemple, c'est donc un acte qu'on ne comprend pas encore tout à fait. On ne sait pas encore hein, comment les bébés exactement apprennent à marcher. Et donc, bien sûr, pour par exemple des gestes moteurs encore plus complexes, comme jouer de la guitare ou pour l'apprentissage de notions extrêmement complexes, par exemple des notions, je sais pas, de physique quantique. On a tout ce problème en fait en neurosciences et en sciences cognitives en général de comprendre comment les êtres humains en particulier et donc les animaux aussi en général apprennent. Comment est-ce que les règles d'apprentissage sont implémentées dans le cerveau et peut-être aussi donc comment après avoir compris ces règles d'apprentissage et comment elles sont implémentées, comment on pourrait les améliorer, comment on pourrait les réparer chez des patients atteints de certaines pathologies. Et donc en ce qui concerne l'apprentissage animal, je pense que vous connaissez un peu ces trois types d'apprentissage, de paradigmes d'apprentissage, comme on les appelle chez les animaux, donc qui proviennent de la psychologie animale. Donc des travaux qui ont été faits au cours du XXe siècle. Et donc, en psychologie animale, on distingue trois types d'apprentissage. Donc, quand je dis psychologie animale, bien sûr, ça englobe l'homme aussi, puisque l'homme est un animal. Et donc, les trois types principaux d'apprentissage sont donc ce qu'on appelle le conditionnement classique, le conditionnement opérant et l'apprentissage par observation. Le conditionnement classique, c'est ce qu'on appelle également le conditionnement pavlovien, donc la réaction pavlovienne, donc c'est assez connu, c'est assez populaire aujourd'hui. C'est l'apprentissage qui consiste à associer un stimulus neutre avec une réponse naturelle. Donc, par exemple, dans le cas du chien de Pavlov, hein, qui est assez connu, ces chiens apprenaient à saliver en réponse à un sifflet, lorsque ce sifflet était associé en fait avec de la nourriture. Donc, lors de la phase d'apprentissage, l'expérimentateur émettait un coup de sifflet, donnait de la nourriture au chien. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que si, après que le chien ait appris cette association, si on siffle sans forcément donner de la nourriture au chien, il va saliver avant même d'avoir de la nourriture devant les yeux. Donc ça, c'est une forme d'apprentissage qu'on appelle donc du conditionnement classique. Le conditionnement opérant, c'est un peu différent. Ici, c'est pas apprendre
une association entre un stimulus et une réponse naturelle, mais c'est apprendre une association entre une action et une récompense ou une punition. Donc, par exemple, ça se fait beaucoup chez les souris. On peut leur apprendre à appuyer sur un petit levier pour obtenir de la nourriture, qui serait une récompense. Et l'apprentissage par observation, c'est un apprentissage qui s'observe, par exemple, chez les humains. Les humains apprennent beaucoup par observation, par imitation, mais on observe ça également chez d'autres animaux, pas seulement des primates, mais aussi des oiseaux, par exemple, qui apprennent le chant en imitant leurs congénères. Et donc ça, c'est en ce qui concerne ce qu'on comprend de l'apprentissage en termes de psychologie, donc en termes de sciences cognitives. Et en termes d'intelligence artificielle, on parle cette fois-là d'apprentissage machine. Et donc, on a ce domaine, donc on appelle aussi machine learning, qui étudie l'apprentissage cette fois chez les machines, donc pas chez les êtres vivants. Et ce qui est très intéressant, en fait, en ce qui concerne l'apprentissage machine, donc qui est une sous-discipline de l'intelligence artificielle, c'est que donc cet apprentissage machine peut être catégorisé en fait en 3 sous-parties qui sont l'apprentissage non supervisé, supervisé par renforcement. Donc, je vais parler un petit peu de ces 3 types d'apprentissage dans la suite du cours. Et une première illustration en fait des ponts entre sciences cognitives et intelligence artificielle, c'est que l'apprentissage par renforcement, en apprentissage machine, est directement inspiré des travaux qui ont été faits en psychologie animale en ce qui concerne l'apprentissage, donc le conditionnement opérant. Donc, je vous ai dit que le conditionnement opérant, c'était donc apprendre une action grâce à une récompense ou une punition. En apprentissage machine, on a exactement le même mode d'apprentissage, mais cette fois implémenté dans des machines. Et c'est un domaine qui est très populaire aujourd'hui, qui marche très bien. Hein. Donc AlphaGo, par exemple, que je vous ai montré, qui a battu le champion de Go du monde, utilise donc notamment des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Et donc c'est une première illustration d'une contribution très bénéfique donc des sciences cognitives au domaine de l'intelligence artificielle. Pour un peu plus, donc je ne vais pas parler beaucoup de l'apprentissage par renforcement ici parce que ça a déjà été fait dans le cours précédent. Donc que vous pouvez voir sur YouTube, bien sûr. Et donc dans la suite, je vais vous parler un petit peu plus de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage supervisé, qui sont 2 autres donc sous-domaines de l'apprentissage machine, et en quoi ces 2 domaines d'apprentissage peuvent être également appliqués au cerveau. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage qu'on appelle non supervisé, dans les machines, en fait, c'est la forme d'apprentissage la plus simple. C'est un apprentissage donc, qui, comme son nom l'indique, n'a pas besoin d'un signal d'erreur, n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dise ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, en termes de donc ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct, hein, en termes de comportement. Et donc, c'est simplement des algorithmes qui vont prendre donc une entrée et qui vont donner une sortie et qui vont apprendre en fait par le simple fait hein, de produire cette sortie à partir de l'entrée. Donc c'est un peu théorique, c'est un peu abstrait encore, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cerveau, on a des cas en fait d'apprentissage comme ça qui se font sans qui que ce soit qui indique quel est l'apprentissage correct ou incorrect. Et ça se matérialise sous la forme de ce qu'on appelle la loi d'Ebbs, qui dit que les cellules donc cells that fire together wire together, donc qui dit que les cellules qui sont actives en même temps sont également connectées. Donc, pour expliquer un peu ce que j'entends par là, pourquoi est-ce que cette loi d'Ebbs est une loi d'apprentissage non supervisée, je vais vous montrer comment ça se matérialise dans le cerveau dans un cas très concret, qui est le cas par exemple de l'apprentissage de la mémorisation d'un objet. Donc si on prend par exemple une banane qui est vue hein, par un organisme ou par un individu, cette banane va activer des neurones
dans le cerveau, donc qui sont représentés ici par les points. Donc les points rouges, c'est les neurones qui sont activés, les points verts, c'est les neurones qui ne sont pas activés. Et donc si on monte cette banane plusieurs fois, selon la loi d'Ebbs, si la banane active toujours les mêmes neurones, avec certains neurones donc, qui sont activés un peu par hasard, mais des neurones qui correspondent à des neurones qui seraient des neurones de banane, donc c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qui se passe donc, dans le cas de la mémorisation. Donc si on montre cette banane plusieurs fois à ce même réseau de neurones, si on a ces neurones, quelques neurones qui sont toujours activés par cette banane, la loi d'Ebbs postule que ces neurones vont également en fait renforcer leur connexion. Donc les cellules qui sont actives en même temps forment des connexions. C'est ce qui se passe ici. Donc si tous ces neurones se réactivent de manière répétée, ils vont former ces connexions qui vont se renforcer au cours du temps. Et ça, en fait, ça permet un apprentissage non supervisé. Donc, parce qu'on n'a pas dit à ces neurones, par exemple, si c'était correct ou pas de former ces connexions. Hein. Ça permet généralement un apprentissage parce que, donc, si par exemple on montre cette fois-ci un morceau de banane, donc pas la banane entière, hein, ça va généralement activer seulement un neurone de ce réseau de neurones qui est associé à la banane. Et le fait que ce neurone soit activé, vu qu'il est lié de façon très forte aux autres neurones qui étaient activés avant, ça va aussi les activer, et donc ça va activer tout ce réseau de neurones qui est associé à la banane. Et donc tout ça, en fait, ça illustre le fait que dans le cerveau, ce qui se passe généralement lors de la mémorisation d'objets, c'est quand on a la formation de ces réseaux en fait de neurones qu'on appelle des assemblées neuronales, donc qui vont être activés par un objet en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que donc lors de ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, on a le renforcement de ces connexions synaptiques par la loi d'Ebbs, donc par apprentissage non supervisé. Et ça permet donc lorsque par exemple on voit une partie de l'objet où on entend quelque chose qui a un lien avec l'objet mais qu'on ne voit pas l'objet dans sa totalité, ça va pouvoir activer tout ce réseau de neurones qui est associé à l'objet. Et donc ça va permettre de retrouver l'objet à partir de la mémoire, à partir de données partielles. Et donc ça a été validé par des expériences de neurosciences, qu'on a ces assemblées de neurones qui se forment en réponse à des objets particuliers. Et c'est une illustration de l'apprentissage non supervisé d'un cerveau. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage non supervisé, c'est une notion d'apprentissage machine à la base, mais qu'on peut également l'utiliser pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, on peut l'utiliser pour comprendre certains processus cognitifs, donc, comme par exemple la mémoire. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage non supervisé, ici, c'est donc une méthode d'apprentissage où, cette fois-ci, si on a un agent donc, qui prend une entrée et qui produit une sortie, cet agent va apprendre cette fois grâce à une erreur. On va lui dire cette fois si la sortie qu'il a produite est correcte ou pas. Donc, pour comprendre ça, hein, ça peut être par exemple un algorithme de classification. Donc, si par exemple on a un agent qui essaie de classifier des images, donc les entrées, c'est une image par exemple. Ça peut être une image de chat. On lui donne une image de chat. Lui, il produit une sortie qui va être la catégorie de cette image. Donc, il peut dire chat, il peut dire chien aussi par exemple. Et on va lui dire si cette sortie est correcte. Donc, avec ça nécessite la présence d'un arbitrateur en fait qui utilise la vraie réponse et qui s'en sert pour dire à l'agent s'il a fait une erreur ou pas. Et donc voilà, donc dans le cas de la classification, par exemple, si l'entrée est chat, que l'agent dit chien, l'arbitrateur va lui dire tu as fait une erreur, c'était un chat. Et donc il donne cette erreur à l'agent. Et donc dans les algorithmes d'apprentissage supervisé, de classification, hein, par exemple, l'agent va utiliser cette erreur pour apprendre de ses erreurs et pour apprendre à faire les bonnes classifications. Et donc ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dans le cerveau, on a aussi ce genre d'algorithme, ce genre de fonctionnement où le cerveau apprend grâce à des erreurs. Et ça, on le retrouve notamment dans le cervelet, donc lors de l'apprentissage moteur, où le cervelet en fait va apprendre grâce aux erreurs motrices
qui sont produites donc par certains mouvements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains mouvements dans le cervelet, lorsque vous produisez un mouvement, par exemple, le cervelet va comparer ce mouvement à ce qui avait été prévu par le cerveau en termes de planification du mouvement. Et donc, si le mouvement correspond à ce qui a été planifié, il n'y a pas d'erreur. Par contre, si le mouvement est un peu différent de ce qui avait été planifié par le cervelet va apprendre de cette erreur et va apprendre à corriger le mouvement pour qu'il corresponde bien à ce qui a été ordonné donc par le cortex moteur. Donc on peut comprendre ça par exemple en termes si on apprend à jouer de la guitare. Au début, on a beau savoir comment faire un certain accord, le corps ne va pas forcément suivre, les doigts ne vont pas suivre. Et c'est via en fait ce processus d'apprentissage supervisé où le cervelet compare ce qu'on est en train de faire et ce que le cortex moteur est en train d'ordonner, qu'on peut en fait arriver à faire par exemple des mouvements très fins comme jouer de la guitare. Et donc pour illustrer un peu comment ça se passe au niveau vraiment du circuit, ce qui est très intéressant, c'est que ce que je vous ai montré là, toutes ces petites flèches, en fait, on peut les retrouver et implémenter de façon très physique dans le circuit cérébelleux. Donc le cervelet, juste pour localiser, c'est cette partie du cerveau qui se trouve donc près ici du tronc cérébral, donc sous le cortex là, et qui est donc responsable justement d'affiner certains mouvements. Donc on a aussi montré, il y a des résultats très récents qui montrent que le cervelet est aussi impliqué dans des processus cognitifs et pourrait être impliqué dans des pathologies aussi complexes que l'autisme. Mais bon, ça c'est très très récent. Et donc ici, à droite, je vous ai mis une représentation du circuit qu'on observe dans le cortex du cervelet. Parce que le cervelet, en fait, est organisé comme le reste du cerveau. Il y a un cortex, en fait, avec des couches de neurones qui sont très précises. Et donc ici, donc le détail n'est pas important, hein, mais c'est juste qu'on a en fait ces unités qui sont très homogènes dans le cervelet, où on a plusieurs types de neurones en particulier qui vont former un circuit très stéréotypé. Donc ce circuit, il est illustré ici. Hein. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est donc en entrée, si on prend vraiment grosso modo, hein, c'est donc un circuit qui va prendre une entrée, donc ici qui est symbolisé par le petit i, donc à droite, qui va passer par donc ce qu'on appelle les fibres moussues, qui sont symbolisées par le M là. Donc ce sont des informations sensorielles en fait qui arrivent par les fibres moussues, qui vont rejoindre ce qu'on appelle les cellules de Purkinje, donc qui sont symbolisées par le PC ici. Et donc ces cellules de Purkinje en fait vont être responsables de choisir un mouvement ou pas. Donc on peut voir ces cellules de Purkinje en fait comme les cellules qui choisissent les actions, qui évaluent la qualité des actions et qui les choisissent. Et donc ces cellules de Purkinje en fait qui sont les cellules donc principales du cortex cérébelleux vont prendre en fait deux entrées. Une entrée qui correspond donc au contexte sensorimoteur de l'organisme, donc ce qui passe par les fibres moussues ici, le petit m, mais aussi une erreur, donc qui est symbolisée en bas là, par ce epsilon et qui passe par donc ce qu'on appelle l'olive inférieure et ensuite par ce qu'on appelle les fibres grimpantes. Et donc cette erreur rejoint les cellules de Purkinje et c'est une erreur en fait de feedback moteur. C'est une erreur qui correspond à l'erreur entre ce qui a été planifié par le cerveau et ce qui se passe vraiment en termes d'actes moteurs. Et donc tout ça, ça a été montré par des expériences d'électrophysiologie. Donc on enregistre les activités de neurones lors de tâches bien précises. Et en fait, les chercheurs qui ont travaillé sur ça ont montré que le circuit cérébelleux que je vous ai montré est en fait tout à fait équivalent à un circuit qui serait juste un algorithme d'apprentissage supervisé, donc d'apprentissage grâce à une erreur calculée à partir
Donc, l'action qui a été produite, c'est l'action désirée. Et donc, c'est illustré ici où vous avez à gauche donc le circuit de ce qui serait tout simplement un algorithme donc d'apprentissage machine, un algorithme artificiel, et ce circuit cérébelleux qui en fait se comporte exactement de la même façon, où on a donc des entrées via les fibres moussues qui rejoignent les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje produisent une réponse, et cette réponse ensuite est comparée à la réponse désirée pour produire une erreur qui rejoint les cellules de Purkinje. Et donc en fait, on a exactement ce petit schéma là, où on a donc un circuit vraiment qui est un circuit physique, hein, qui est un circuit neuronal, qui se comporte exactement comme un algorithme, donc qui a été envisagé, donc qui a été conçu par le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc ce que je veux bien préciser ici, c'est que ces algorithmes d'apprentissage supervisé n'ont pas été inspirés par ce qu'on observait dans le cerveau. C'est que on a réussi à comprendre un petit peu comment fonctionnait ce circuit grâce à un algorithme qui existait déjà avant et qui a priori s'est développé tout à fait indépendamment des connaissances sur le cerveau, sur le cervelet. Et donc ça concerne aussi donc l'apprentissage par renforcement. Donc ici, je ne vais pas en parler trop en détail parce qu'encore une fois, c'était le sujet du cours précédent. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est comme j'ai dit un petit peu, donc c'est inspiré de la psychologie animale. C'est l'apprentissage grâce à des punitions ou à des récompenses. Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est surtout c'est l'apprentissage par récompense, pas par renforcement négatif, où un agent donc artificiel va prendre une entrée qui est une observation du monde. La sortie, ça va être une action. Il va agir sur son environnement. Et en retour, il obtient une nouvelle observation et une récompense qui lui dit donc si ce qu'il a fait était bien ou pas bien. Et donc comme je vous l'ai dit, ce sont des algorithmes qui sont implémentés aujourd'hui par exemple, pour ce qui est de la navigation robotique. Donc je vous ai parlé d'AlphaGo, mais par exemple dans la navigation robotique, ce qui se passe en fait, c'est que ce genre d'algorithmes permettent aux robots de comprendre donc si par exemple ils veulent atteindre un but, la récompense va être associée à ce but. Et le robot, tout simplement, donc d'abord, par exemple, il va se déplacer de façon très aléatoire. Et au fur et à mesure qu'il atteint ce but de façon un peu aléatoire, il comprend que ce but est associé à une récompense. Ça va lui permettre de se déplacer vers ce but, tout simplement par le fait qu'il y a une récompense qui est associée au fait d'aller à ce but. Et donc dans le cerveau, bien sûr, donc l'apprentissage par renforcement est implémenté. Donc ça, c'est pas si étonnant que ça parce que, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage par renforcement en termes d'apprentissage machine est inspiré de la psychologie animale. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les algorithmes d'apprentissage par renforcement d'intelligence artificielle qui ont été développés ensuite, indépendamment des données biologiques, ont ensuite permis de comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Donc en fait, on a un peu ce cercle vertueux dont je parlais, où les sciences cognitives, donc en termes de psychologie par exemple ici, ont alimenté l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle a permis en fait de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans le cerveau. Et ça, en fait, ça permet ensuite en retour de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ces algorithmes. Et donc tout ça, c'est illustré ici. Donc cette figure, elle a plus de 20 ans déjà. Hein. C'est donc un schéma qui illustre le fait que donc ces paradigmes d'apprentissage machine, donc qui sont des paradigmes d'intelligence artificielle, ont été utilisés pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, donc ont été appliqués aux sciences cognitives. Et donc ce que je vous ai montré ici, c'est que donc l'apprentissage non supervisé serait implémenté dans le cortex. Donc ce que je vous ai montré, ça se passe notamment dans le cortex. L'apprentissage par renforcement serait implémenté dans les ganglions de la base, et l'apprentissage supervisé serait implémenté dans le cervelet. Ce qui est également important de comprendre ici, c'est que
on n'a pas simplement ces règles d'apprentissage qui sont implémentées dans des régions différentes du cerveau, mais on a également une synergie entre ces différents algorithmes. On aurait une synergie, en fait, ce qu'on appelle un super apprentissage. Donc, c'est une hypothèse qui a été formulée assez récemment. On aurait tous ces systèmes qui collaborent entre eux pour permettre, en fait, donc ici, notamment, ça se comprend en termes d'apprentissage moteur. Tous ces algorithmes permettraient d'apprendre des gestes moteurs très complexes. Et donc, tout ça, en fait, ça a été le fruit justement de cette collaboration entre intelligence artificielle et sciences cognitives, où on comprend un peu mieux l'apprentissage tel qu'il se déroule dans le cerveau des animaux grâce à ce qui s'est fait en intelligence artificielle dans les 20 ou 30 dernières années. Voilà, donc ça c'était donc toutes les problématiques d'apprentissage. J'ai essayé de vous montrer les ponts entre intelligence artificielle et sciences cognitives en ce qui concerne l'apprentissage. Donc les deux disciplines ont contribué à chacune de... Donc l'intelligence artificielle a contribué aux sciences cognitives et inversement. Et ce que je vais vous montrer ensuite, c'est donc une autre histoire qui est un peu séparée de celle dont je viens de vous parler, qui est l'histoire du deep learning, ou de l'apprentissage profond, comme on l'appelle en français. Donc peut-être avant de commencer cette partie, je vais faire une petite pause. On peut faire une petite pause peut-être de 10 minutes pour respirer un peu. On peut se retrouver peut-être donc là, quelle heure il est? On peut se retrouver oui, c'est ça, à 20h10. Et parce que là, à mon avis, j'aurai le temps de parler de tout ça dans la suite du cours. Donc oui, donc on se retrouve à 20h10 pour la suite. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, donc, on s'était arrêté au deep learning. Et donc, je vais reprendre sur ça et parler de ça dans le reste du cours. Et donc parler des liens, encore une fois, entre intelligence artificielle et sciences cognitives en ce qui concerne donc l'apprentissage profond. Et donc déjà, qu'est-ce que j'entends par deep learning? Donc là aussi, c'est un terme qui est assez populaire, qui est maintenant dans la culture populaire, mais qui n'est pas toujours très bien compris. Donc c'est une sous-catégorie de l'apprentissage machine. Et donc en particulier, c'est de l'apprentissage machine qui est inspiré par le cerveau directement en fait cette fois. Donc pour ce qui était de l'apprentissage par renforcement, les inspirations étaient parfois pas tout à fait conscientes en fait, et pas tout à fait aussi claires en tout cas que pour le deep learning. Et donc le deep learning, ça a des applications très concrètes aujourd'hui, c'est un peu partout. C'est aussi en plein essor. Donc on a des applications aujourd'hui qui sont donc par exemple les voitures autonomes peuvent utiliser du deep learning. On a certains logiciels de traduction qui utilisent du deep learning pour traduire des textes. Ça peut être utilisé pour la reconnaissance faciale, ça peut être utilisé pour par exemple l'optimisation de portfolio pour ce qui est de l'investissement en bourse. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Et c'est une technique qui est extrêmement puissante. Donc, en tout cas, si on parle en termes d'ingénierie, en termes de développement d'algorithmes d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce deep learning est en fait directement inspiré des réseaux de neurones biologiques, puisqu'en fait le deep learning, ça repose sur l'utilisation de ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Et donc dans la suite du cours, je vais vous montrer en fait que sont ces réseaux de neurones artificiels, en quoi ils sont similaires
aux neurones biologiques. Et ensuite, comment on peut utiliser le deep learning pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc, encore une fois, en suivant ce cercle vertueux dont je parle un peu depuis le début du cours. Et donc, tout d'abord, ici, je vous montre un peu, c'est un petit récap de ce qu'est un neurone, hein, de comment est construit un neurone biologique. Donc, un neurone, c'est une cellule avec ce qu'on appelle des dendrites, donc qui sont les récepteurs de l'information donc électrique. Un corps cellulaire qui traite cette information et un axone qui est donc la sortie du neurone. Donc les neurones sont connectés par ce qu'on appelle des synapses. Les synapses se font sur les dendrites. Donc un axone fait des synapses sur une dendrite. L'information électrique est convertie en information chimique au niveau de la synapse, reconvertie en information électrique au niveau donc, de la cellule qu'on appelle postsynaptique. Et donc c'est ainsi que donc, l'information passe de neurone en neurone. Les neurones, l'information électrique parcourt les dendrites, le corps cellulaire, l'axone, arrive au niveau de la synapse, est converti en signal chimique, puis en signal électrique, et ainsi de suite. Et donc, les neurones, donc, comme j'ai dit, communiquent de façon électrique. Et en fait, si on considère un peu ce neurone, disons dans l'abstrait, c'est un élément qui va prendre une entrée et qui va produire une sortie. Donc les entrées sont multiples. Souvent, des neurones peuvent avoir des milliers de dendrites, donc recevoir des milliers d'informations de neurones différents, mais n'ont toujours qu'un seul axone. Donc les neurones vont faire une sorte de traitement de toutes ces entrées qui arrivent au niveau des dendrites et les transformer pour produire un seul signal. Et en fait, donc si on réfléchit un petit peu, on peut voir le neurone comme une sorte de fonction qui prendrait plein d'entrées et qui produirait une seule sortie, qui serait en fait est-ce que le neurone est actif ou pas. Et donc on peut représenter ça ainsi. Et en fait, ce que je vous montre ici, c'est un modèle de neurone. C'est comment on peut le décrire mathématiquement. Et c'est ce qui constitue en fait les neurones artificiels, qui sont tout simplement des modèles, en fait, des descriptions mathématiques des neurones. Ici, ce que vous voyez, donc c'est très exactement un neurone artificiel qui donc prend ici des entrées. Donc ici, on peut considérer ces branches là à gauche comme des dendrites. Donc chaque entrée est représentée par un petit x là, donc il y a n entrées, donc x1, x2, x3 jusqu'à xn. Ces entrées sont pondérées, donc on leur accorde une importance plus ou moins grande via ce qu'on appelle des poids synaptiques. Mais je vais illustrer un petit peu comment on peut comprendre tout ça après. Donc les entrées sont associées à des poids synaptiques. Elles sont intégrées au niveau de là ce qu'on peut considérer comme le corps du neurone, ce rond. Intégré par ce qu'on appelle une fonction de transfert. Et après application de ce qu'on appelle une fonction d'activation et d'un seuil, ces entrées, après intégration, vont produire une activation qui va être, donc, par exemple, un potentiel d'action, donc, qui est l'unité d'information neuronale, donc qui est simplement en fait un petit pulse électrique qui va descendre le long de l'axone. Et donc ce neurone artificiel, voilà, on peut le considérer comme une fonction qui prend plusieurs entrées, qui produit une activation. Donc tout ça c'est un peu abstrait. Donc si on prend des vrais nombres, comment est-ce que ça se passe? Donc si par exemple on prend des entrées qui sont donc des nombres, comme j'ai dit, donc par exemple 0,2, 0,8, 1,63, 0,52, on peut considérer ces nombres comme donc ce qui arrive aux neurones. Donc par exemple ça peut être des neurones qui sont plus ou moins activés. 1,63 c'est un neurone qui est assez actif, 0,2 c'est un neurone qui est moins actif. Généralement, donc ce qui se passe au niveau des synapses biologiques, des synapses réelles, c'est que on a des poids synaptiques. Donc les synapses ne vont pas être
ne vont pas tout avoir la même force. Donc ça veut dire que par exemple, si on considère deux synapses qui n'ont pas la même force, qui n'ont pas le même poids synaptique, et si on considère la même entrée, donc par exemple deux neurones qui seraient une entrée de 1 et des poids synaptiques différents, ces entrées ne seront pas considérées, ne seront pas sommées de la même manière ensuite par le corps neuronal. Donc ici, on a ces entrées qui sont associées à des poids synaptiques. Et ce qui se passe, c'est que dans le neurone, on a ces entrées qui arrivent au niveau des dendrites qui se rejoignent au niveau du corps cellulaire. On peut modéliser ça en disant que toutes ces entrées et ces poids synaptiques donnent une sortie en fait qui est fonction de l'entrée des poids synaptiques. Ici, en fait, une fonction de transfert qui est très simple, ce serait tout simplement de faire la somme pondérée des entrées grâce aux poids synaptiques, donc de faire par exemple 0,2 fois 0,5, plus 0,8 fois 0,23, plus 163 fois moins 2,3, etc. Et donc si on fait cette somme, on obtient un nombre qui est ici donc moins 1,957 par exemple, qui va correspondre donc à l'intégration de l'information qui arrive au niveau dendritique par le neurone. Et donc, ce qui se passe généralement au niveau des neurones, c'est qu'on ne peut pas avoir comme ça des nombres. En fait, un neurone est soit actif, soit inactif. Donc, on va soit générer un potentiel d'action, soit ne pas générer un potentiel d'action. Et donc, en fait, pour modéliser l'activation d'un neurone, on peut dire soit il est dans un état 0, soit il est dans un état 1. Et donc, pour passer de ce nombre-là, qui est un nombre en plus négatif et qui est un nombre à virgule, pour passer de ça à 0 ou 1, on applique ce qu'on appelle une fonction d'activation qui va dépendre d'un seuil. Et ici, une fonction qui pourrait être utile, qui est très simple aussi, c'est de considérer que si ce nombre-là est négatif, le nombre qui a été produit par la fonction de transfert est négatif, on va considérer qu'il n'y a pas d'activation, donc f de x égale 0. Et si le nombre est positif, ou égal à 0, ou en tout cas supérieur ou égal à 0, on va considérer que le neurone est actif, donc ce qui est modélisé par un 1. Et donc ici, vu que le nombre qui résulte de l'intégration des entrées du neurone est négatif, on va considérer que ce neurone n'est pas actif et donc associé à une sortie qui est 0. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que si on modifie un de ces poids synaptiques, donc si on donne plus de poids à une des entrées, on peut modifier l'activation du neurone. Donc si par exemple, là, le premier point, on le fait passer donc au départ, il était à 0,5, si on le multiplie par 10, on va favoriser cette entrée positive. Et cette fois, le nombre qui est produit par la fonction de transfert est positif. Et donc, si on considère cette fonction d'activation là qui dit que le neurone est négatif si ce nombre est... Pardon, le neurone est inactif si ce nombre est négatif et le neurone est actif si ce nombre est positif. Et cette fois-ci, vu que le nombre est positif, le neurone est actif. Et en fait, tout ça, c'est vraiment la clé de l'apprentissage dans des réseaux de neurones artificiels. On va jouer sur ces poids-là, les poids synaptiques, qui vont donner des importances différentes aux entrées qui arrivent aux neurones. Et en fait, en jouant sur ces poids, on peut jouer sur est-ce que le neurone sera actif ou pas en fonction de ce qu'il aura vu comme entrée. Donc, un réseau de neurones artificiels, c'est ça, hein, c'est plusieurs neurones artificiels, donc plusieurs modèles de neurones comme ça, comme je vous les ai montrés, qui sont liés entre eux. Donc, par exemple, si on prend un neurone ici, là, dans ce qu'on appelle la couche cachée, il va recevoir en entrée tous ces neurones de la couche d'entrée là, et la sortie va atteindre les neurones de la couche suivante, et tout ça jusqu'à ce qu'on appelle la couche de sortie. Donc, dans ces réseaux de neurones, on a généralement une architecture comme ça en couches, où on a une couche d'entrée, ce qu'on appelle des couches cachées, et ensuite une couche de sortie. Et l'apprentissage va se faire en fait en jouant sur les poids synaptiques entre chacun de ces neurones, entre chacune de ces couches, qui vont déterminer donc quel neurone sera actif en fonction du pattern d'entrée précis qui aura été vu. Et donc pour illustrer un peu tout ça, je vais vous montrer un exemple très concret, encore de classification, puisque les réseaux de neurones artificiels, par exemple, ont été utilisés très tôt pour de la classification.
notamment de la classification d'images. Donc, les réseaux de neurones artificiels, généralement, sont utilisés pour classifier des images, par exemple, des images de chiens ou de chats, pour dire si ce sont des images de chiens ou de chats. Donc ici, une utilisation d'un réseau de neurones qui a été entraîné, qui sait comment classifier des images, ce serait, on lui montre une image de chat et il nous dit c'est un chat. Donc l'image de chat, en fait, est transformée en nombre, puisque les réseaux de neurones fonctionnent avec des nombres, ils ne fonctionnent pas avec des images. Il faut d'abord transformer cette image en nombre. Ça se fait en fait en transformant chaque pixel en nombre. Donc un pixel peut être considéré comme une suite de nombres en fait sur des échelles de couleurs. Si on considère cette image comme une matrice simplement de nombres, on peut donner ça à un réseau de neurones. Et le réseau de neurones ensuite va aussi lui produire un nombre. Et ensuite, il faudra juste déterminer comment transformer ce nombre en catégories. Donc ici, par exemple, on peut dire que si le réseau de neurones produit un 0, on va considérer qu'il nous dit que l'image qu'il voit, c'est un chat. Et si le réseau de neurones produit un 1, on va considérer que sa prédiction sera chien. Et donc, comment est-ce que ces réseaux apprennent justement à produire ces classifications, à apprendre en fait ces associations entre une image et une catégorie? C'est via en fait ce que je vous montre ici un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer à ces réseaux de neurones plusieurs échantillons, plusieurs images par exemple, des milliers et des milliers d'images. Et on va lui dire, en fait, c'est de l'apprentissage supervisé. On va lui dire, donne-nous ta prédiction. On va comparer ça à ce qui aurait dû être prédit, donc à la vraie réponse. Et on va dire au réseau s'il a fait une erreur ou pas. Et les algorithmes d'apprentissage pour les réseaux de neurones artificiels vont utiliser cette erreur pour modifier les poids synaptiques entre chaque neurone. Et ce qui est en fait formidable, c'est que au fur et à mesure de l'apprentissage, le fait de modifier tous ces poids synaptiques va mener à une situation où on aura en fait un ensemble de poids synaptiques très précis qui pourra permettre au réseau de neurones de faire des classifications correctes et qui lui permettra de dire si donc l'image qu'il voit ici par exemple est un chien ou un chat. Et donc par exemple pendant une de ces étapes d'apprentissage, on montre au réseau une image, par exemple une image de chat, il nous dit que c'est un chien, on lui dit qu'il a tort, que c'est un chat, donc on compare sa réponse à la vraie réponse, on calcule à partir de ça une erreur, et avec cette erreur, à partir donc d'algorithmes qui sont assez complexes, on va modifier les poids synaptiques pour lui dire, non, les neurones n'auraient pas dû être activés comme ça, puisque ça a produit la mauvaise réponse, donc on va par exemple augmenter ou diminuer des poids entre certains neurones pour qu'ensuite, lorsqu'on lui remontrera la même image, le nombre qui sera produit sera un peu différent et sera peut-être le bon cette fois-ci. Donc, la question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle tout ça apprentissage profond? Parce que jusqu'ici, je n'ai pas du tout parlé de profondeur. Ça, en fait, c'est un lien avec l'architecture de ces réseaux de neurones. Donc, en fait, ce terme de profondeur a tout simplement un lien avec le nombre de couches cachées qu'il y aura dans ce réseau. Donc, je dis que les réseaux étaient organisés en couches. Donc, une couche d'entrée, une couche de sortie, et entre les deux, une ou plusieurs couches cachées. Donc, si on a une seule couche cachée, on va appeler ce réseau superficiel. Parce qu'en fait, l'information ne va pas descendre profondément dans les couches. En fait, c'est en analogie avec ce qui se passe dans le cerveau. Plus on a de couches, plus on descend dans le cerveau en profondeur. Donc si par exemple on a 3 couches, on est moins profond que si on a, je sais pas, 20 couches. Plus on descend dans les couches de neurones, plus on va en profondeur dans le cerveau. Et donc un réseau artificiel profond, c'est un réseau qui est en fait techniquement plus de 3 couches, plus d'une couche cachée. Et donc voilà, à partir de plus d'une couche cachée, on appelle ces réseaux des réseaux profonds, justement en raison de cette analogie avec le fait que plus on a de couches dans le cerveau, plus on descend en profondeur.
Donc là, donc ça, ce que je vous ai montré, c'est vraiment l'architecture de base des réseaux de neurones artificiels. Aujourd'hui, en fait, on a des architectures qui sont très complexes. Et en fait, on a tout un zoo de réseaux de neurones artificiels qui ont différents noms un peu compliqués, avec certains neurones qui vont pas faire exactement la même chose que d'autres neurones. Enfin, on a des types de neurones spécialisés, en fait, un peu comme dans le cerveau, hein. On va avoir vraiment des circuits avec des architectures très précises et des types de neurones très précis, exactement comme on le voit dans le cerveau. Donc, on va avoir une diversité de circuits qui est un peu similaire en fait à la diversité biologique qu'on observe au sein de réseaux de neurones vraiment biologiques. Mais l'idée de base, c'est la même, c'est qu'on a vraiment ces neurones artificiels qui sont en fait des fonctions qui vont prendre des entrées, qui vont produire une sortie. La différence entre les types cellulaires sera, donc entre les types de neurones artificiels sera seulement quelle est la fonction utilisée pour, transformer ces entrées en fait en sortie. Et c'est essentiellement la seule différence, vraiment. Sinon, l'idée de base, c'est d'utiliser ces réseaux de neurones artificiels, de les connecter entre eux. Et c'est là que si vous vous souvenez, je vous disais que c'était lié que le connexionnisme ou ce qu'on appelle l'émergentisme était lié au réseau de neurones artificiels, parce que l'émergentisme considère que la clé pour comprendre la cognition réside vraiment dans les connexions complexes dans les réseaux de neurones biologiques. Ici, ça a mené donc à cette idée que si on utilisait simplement des neurones artificiels, mais qui sont connectés de façon très, très précise et très complexe, on arriverait peut-être à reproduire ce qui se rapprochait de la cognition, de processus cognitifs. Et ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un peu le cas en fait. On observe que des réseaux de neurones vont réussir à accomplir des tâches qui sont assez complexes en fait, qui sont très complexes même. Et donc je vais vous en parler dans cette dernière partie, où je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels et comment ils ont été utilisés pour comprendre la vision, donc la vision chez notamment les mammifères. Donc cette histoire de compréhension de la vision et le lien avec ces réseaux de neurones convolutionnels, elle date déjà un peu en fait. Hein. Tout ça, ça a commencé plus ou moins en 1962 avec les expériences de Hubel et Wiesel, donc qui ont gagné le prix Nobel pour leurs expériences sur le cortex visuel. Donc Hubel et Wiesel, leur but, c'était de comprendre comment les neurones du cortex visuel, donc qui se trouve chez nous, c'est le cortex occipital, hein, c'est le cortex qui est à l'arrière du crâne, comment est-ce que ces neurones encodent des propriétés des stimuli visuels. Donc ce qu'ils ont fait pour répondre à cette question, c'est qu'ils ont pris des chats, parce que c'est un animal modèle en neurosciences, le chat. Donc ils ont pris des chats, ils les ont anesthésiés, ils les ont mis devant un écran où ils montraient des barres lumineuses. Et ils ont donc planté des électrodes dans ce cortex visuel pour enregistrer les réponses des neurones à ces barres lumineuses. Et donc, ce que faisait Hubel et Wiesel, en fait, c'est qu'il modifiait, par exemple, la position des barres. Il modifiait également l'orientation de ces barres lumineuses sur l'écran. Et il regardait comment les réponses des neurones variaient en fonction donc, de ces changements d'orientation, de position. Et ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est qu'on avait deux grands types en fait, de neurones dans le cortex visuel, qu'ils ont appelés des cellules simples et des cellules complexes. Et donc, les cellules simples, ce sont des cellules qui vont avoir ce qu'on appelle un champ récepteur, qui va être extrêmement précis. Donc, un champ récepteur, en gros, c'est l'ensemble des conditions qui vont mener à l'activation d'un neurone en particulier. Donc, en fait, ce qu'ils ont trouvé, par exemple, c'est que certains neurones vont répondre si une barre lumineuse est présente à une location très précise et à une orientation très précise. Donc ici, c'est ce qu'on voit à droite. Hein. Donc, dans la figure de droite, ce qu'on voit à gauche, c'est différentes conditions de placement de cette barre lumineuse. Donc ici, la barre blanche, c'est la barre lumineuse, et la barre grise, c'est un peu la cible, hein, où regarde le chat. À droite,
donc, ce que vous voyez là, donc la barre horizontale, c'est le temps. Et ensuite, les petits traits sur la barre horizontale sont les réponses des neurones. Donc, chaque trait, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc, c'est une impulsion électrique d'un neurone, c'est-à-dire que le neurone répond. Donc, s'il y a beaucoup de traits, c'est que le neurone répond beaucoup. S'il y a peu de traits, c'est que le neurone ne répond pas du tout. Ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, on a un neurone qui va répondre que si une barre lumineuse se trouve exactement à un endroit précis du champ visuel et à une orientation très précise. Si on déplace la barre lumineuse en dessous ou en bas de cette location, ou si on change un peu l'orientation de la barre lumineuse, on a la réponse du neurone qui disparaît complètement. Donc, ces cellules simples vont répondre à des orientations et à des locations très précises de stimuli visuels. Ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est qu'il y a d'autres cellules qu'ils ont appelées les cellules complexes, qui ont des champs récepteurs qui sont beaucoup plus larges, en fait, où on a cette fois-ci des cellules qui vont répondre à une certaine orientation, mais pas tellement à la localisation, pardon, pas la location, la localisation de cette barre lumineuse. Donc, pour ces cellules, ils pouvaient déplacer un peu la barre lumineuse dans le champ visuel comme ils voulaient, tant qu'ils ne changeaient pas l'orientation, et le neurone répondait toujours. Mais dès qu'ils changeaient d'orientation, les réponses neuronales disparaissaient. Et donc, leur interprétation, en fait, de ces deux résultats, qu'on a des cellules simples avec des champs récepteurs très précis et des cellules complexes avec des champs récepteurs qui sont un peu plus larges, c'est la suivante, qu'on aurait en fait une organisation comme celle-ci, où ici, tout en bas, donc on a les champs visuels avec les différents champs récepteurs, donc qui sont différentes localisations, différentes portions du champ visuel. Chaque cellule simple correspond à un champ récepteur particulier. Et les cellules complexes, en fait, reçoivent leurs réponses des cellules simples, donc ne sont pas directement connectées à ces champs visuels, et en fait correspondent à un ensemble de cellules simples. Et donc, pourquoi est-ce que ça a du sens d'apporter ça comme ça? Si on considère par exemple plusieurs cellules simples qui répondent à la même orientation, mais à des localisations différentes, chaque cellule simple va répondre à une localisation précise, mais les cellules complexes, vu qu'ils tirent leur activation de toutes ces cellules simples, en fait, vont faire la somme de toutes ces localisations précises de cellules simples. Et donc, chaque cellule complexe va répondre à un ensemble de localisations et aussi donc à une orientation particulière. Et donc, on aurait en fait cette organisation dans le cortex visuel très précise de cellules, avec une couche de cellules simples et une couche de cellules complexes. Et ce résultat, ça a été utilisé en fait par des chercheurs en informatique, en mathématiques, donc en intelligence artificielle, qui se sont dit qu'ils allaient utiliser en fait cette architecture pour construire des réseaux de neurones artificiels. Et donc ils ont fait ça exactement comme je vous l'ai montré. Hein. Ils ont construit leur modèle de neurones et ils ont fixé une architecture qui ressemblait à celle du cortex visuel. Et ça a donné ce qu'on appelle des réseaux de neurones convolutionnels, où en fait on a des réseaux de neurones comme ça qui sont hiérarchiques, où l'information va passer d'une couche à l'autre, et plus elle passe d'une couche à l'autre, plus elle va devenir dans un sens général. Donc comme ce passage de cellules simples à cellules complexes fait que les champs récepteurs s'élargissent, ça va être un peu la même chose dans les réseaux de neurones convolutionnels, où on a cette généralisation de l'information tout au long de l'input vers l'output. Et donc les premiers réseaux de neurones convolutionnels étaient très simples et étaient simplement presque une copie en fait de cette architecture biologique. Assez récemment, tout ça a décollé vers 2012 à peu près, avec donc cet article qui a à peu près, donc il a 80 000 citations aujourd'hui, ce qui est absolument énorme hein, pour un article scientifique. Et
Et donc les chercheurs qui ont écrit cet article, en fait, ont classifié des images donc d'une base de données qui s'appelle ImageNet avec un réseau de neurones convolutionnel, donc qui est ici, l'architecture est montrée ici en bas à droite, qui est beaucoup plus complexe que l'architecture que je viens de vous montrer juste avant, hein, mais qui reprend la même idée. En fait, c'est simplement une suite une succession de couches convolutionnelles et de couches de pooling, comme on les appelle. Donc ces couches sont simplement répétées dans ce réseau. Et ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, c'est de classifier des milliers d'images donc la tâche en fait dans Imaginer, c'est de classifier des images dans plusieurs catégories. Donc, il y a des milliers de catégories. Et ils ont réussi à avoir une bonne performance de classification en fait avec ce réseau d'images en milliers de catégories. Et ça en fait, ça montre que c'est intéressant parce que ça montre que l'organisation du cortex visuel peut en effet réussir, si elle est implémentée dans un réseau de neurones artificiels, à classifier les images. En fait, c'est intéressant parce que ça valide un peu un résultat biologique grâce à un modèle qui est tout simplement informatique. Ici, la performance de ce réseau valide un peu cette idée qu'une organisation précise du cortex visuel aide au traitement des images. Ici, puisqu'on l'implémente dans un réseau de neurones artificiels et que ça réussit à classifier des images, on peut en déduire que c'est une organisation qui aide à classifier des images et que ce n'est pas, par exemple, juste une organisation qui serait une coïncidence, que le cortex visuel serait juste organisé comme ça parce qu'il est organisé comme ça. Cette organisation a une fonction dans le traitement des images. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si ce modèle donc, a réussi à valider un résultat biologique, il a permis également de prédire l'activation de certains neurones. Et donc ces réseaux de neurones convolutionnels en fait peuvent maintenant être utilisés comme des modèles du cortex visuel, où par exemple on peut observer l'activité donc d'un réseau de neurones artificiels. Si on lui montre une image, on observe l'activité dans une certaine couche de ce réseau de neurones artificiels. Ce qui a été montré, c'est que on peut utiliser l'activité dans ces couches pour prédire ce qui se passe en fait au niveau biologique dans de vrais neurones. Donc si on montre ce qu'ont fait certains chercheurs, c'est qu'en montrant par exemple une même image à un réseau de neurones convolutionnels et à un animal, à un vrai cerveau en fait, ils ont montré que donc l'activité qu'on observe dans certaines couches profondes des réseaux de neurones convolutionnels peuvent prédire l'activité qu'on observe dans les vrais cerveaux. Et donc ça, on pourrait se dire, bah c'est normal, puisque si les réseaux de neurones convolutionnels ont été inspirés par le cortex visuel et qu'ils ont été construits d'après le cortex visuel, on peut s'attendre à ce qu'ils fonctionnent comme le cortex visuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette activité-là qu'on observe, elle n'a pas été codée en fait spécifiquement. C'est l'architecture du réseau qui s'inspire de l'architecture du cortex visuel. Puis après ce réseau, en fait, les réseaux de neurones convolutionnels ont évolué indépendamment des résultats biologiques. Et ces similitudes en fait entre les activations de neurones artificiels et les activations de neurones biologiques n'avaient pas du tout été programmées spécifiquement. Mais il s'avère que ce qu'on a observé, c'est que dans les deux cas, si on a une architecture de réseau de neurones qui est similaire, on va avoir des activations similaires de neurones. Et en fait, aujourd'hui, les réseaux de neurones convolutionnels peuvent être utilisés en fait pour comprendre le fonctionnement du cortex visuel. Et donc c'est illustré ici par cette figure où donc c'est un peu ce que je vous ai montré avant, hein, mais que aujourd'hui les réseaux de neurones convolutionnels aident à prédire ce qui se passe dans le cortex, alors que par exemple on n'avait pas programmé les neurones artificiels pour se comporter comme des neurones du cortex. Tout le parallèle entre les réseaux biologiques et les réseaux artificiels, c'est seulement de l'architecture.
Euh, donc les réseaux de neurones convolutionnels ont été utilisés pour comprendre la vision dans le cortex visuel, notamment chez les primates. Euh, Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qu'on sait d'ailleurs depuis longtemps, c'est que le cortex visuel et la vision en général n'impliquent pas simplement le cortex visuel, mais aussi en fait beaucoup d'autres aires du cortex, donc le cortex préfrontal, le cortex moteur, le cortex, l'hippocampe également, qui ne fait pas partie du cortex. Et donc pour aller plus loin, une des pistes serait d'intégrer justement ces réseaux de neurones qui pour l'instant ne simulent qu'un circuit cortical en particulier, de l'intégrer peut-être à un circuit de réseaux de neurones qui simulerait peut-être le cortex humain, par exemple. Et donc c'est un peu le but à long terme de tout ça, c'est de lier ensuite ces réseaux de neurones entre eux. Enfin, c'est un des buts à long terme, de lier entre eux et de voir si ça permet de produire encore des performances qui se rapprochent des processus cognitifs qu'on observe chez l'être humain et chez les animaux aussi en général. Voilà, donc pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer ici, c'est que les sciences cognitives, donc ici que j'ai illustré notamment grâce aux neurosciences, et l'intelligence artificielle peuvent communiquer, qu'on a des ponts donc entre chaque discipline, que les sciences cognitives peuvent apporter des éléments à l'intelligence artificielle parce que donc d'une part le cerveau est la seule preuve en fait que un appareil, donc un, comment dire, un instrument physique peut implémenter une intelligence humaine. Donc l'intelligence artificielle peut s'inspirer du cerveau. Donc par exemple pour le deep learning c'est inspirer des réseaux de neurones biologiques. L'apprentissage par renforcement, c'est inspiré des travaux sur la psychologie animale. Et ces résultats donc de sciences cognitives peuvent également être utilisés comme validation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Si par exemple quelqu'un veut construire un algorithme d'intelligence artificielle qui reproduirait une intelligence humaine, il pourrait trouver des informations venant des sciences cognitives pour valider son algorithme. Et on peut également avoir, dans l'autre sens, des contributions de l'intelligence artificielle aux sciences cognitives, tout simplement parce que donc si on crée un algorithme d'intelligence artificielle, ça peut être très utile pour tester des hypothèses à propos du fonctionnement du cerveau, modéliser certaines hypothèses concernant le fonctionnement du cerveau peut permettre de tester ces hypothèses, donc des hypothèses sur la fonction et la structure du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modèles d'intelligence artificielle peuvent également en fait contourner certaines considérations éthiques, parce qu'on ne peut pas expérimenter sur des êtres humains, par exemple, enfin très peu, mais on ne peut pas, par exemple, utiliser tout le panel des techniques de neurosciences classiques, comme l'ablation ou parfois donc la lésion de certaines zones qu'on fait chez des animaux, mais qu'on peut faire chez des humains. Sur des modèles, c'est tout à fait possible de faire ça. Si on construit un modèle de réseau de neurones, donc si par exemple on construit un réseau de neurones artificiels et que vont ensuite expérimenter sur ce modèle, on peut tout à fait le faire parce qu'il n'y a pas du tout de considération éthique, puisque ce n'est pas un être vivant proprement parlé. Après, donc, on pourrait se demander si par exemple si on a un agent artificiel qui montrerait des signes de conscience, est-ce que dans ce cas-là l'expérimentation serait éthique sur un tel agent artificiel? Donc on n'en est pas là du tout, mais ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, au stade où on en est, on peut justement considérer que c'est tout à fait éthique d'expérimenter sur un modèle, puisqu'en plus, les modèles dont j'ai parlé aujourd'hui ont des tâches très spécifiques, ont vraiment des performances qui sont très étroites. Par exemple, les réseaux de neurones convolutionnels vont simplement réussir à classifier des images, mais ne vont pas du tout réussir à
à produire du discours, par exemple. Et c'est le cas en fait pour la plupart des modèles aujourd'hui. Les modèles ont vraiment des applications très spécifiques. La plupart des modèles d'intelligence artificielle n'ont pas d'intelligence générale en fait. Et c'est un des buts d'ailleurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui d'atteindre cette intelligence générale euh, avec un agent artificiel. Et donc enfin voilà, comme je vous l'ai montré, l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre comment le cerveau fonctionne, puisqu'on peut utiliser donc toute une panoplie d'outils mathématiques sur ces réseaux de neurones qu'on peut pas forcément utiliser en ce qui concerne euh, donc l'activité de neurones biologiques. Et donc voilà, toute l'idée ici, c'était de montrer en quoi on a un cercle vertueux entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives qui tourne en fait autour de cette résolution voilà, du problème de l'intelligence humaine. Et donc malgré le fait qu'aujourd'hui donc on a deux disciplines qui sont maintenant indépendantes et qui on a plus on peut pas dire que les sciences cognitives soient une sous-discipline de l'intelligence artificielle ou inversement, ce n'est juste pas vrai dans les faits. On a quand même des ponts qui peuvent se faire entre les deux et qui se font de plus en plus. Donc aujourd'hui c'est surtout entre les neurosciences donc les neurosciences cognitives et l'intelligence artificielle, mais ça commence à se faire aussi entre donc la psychologie, la philosophie et la linguistique. Donc pas du tout l'anthropologie pour l'instant, mais voilà. Donc merci d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Donc je vais arrêter l'enregistrement et attendre peut-être un petit peu si vous avez des questions.